Que feriez-vous si la seule chose que vous pouviez vous offrir au monde était une ruine, un lieu si méprisé, si imprégné de chagrin et de suspicion que son titre de propriété valait moins qu'une miche de pain? Pour Alice Graves, âgée de 18 ans, ce n'était pas une question de fantaisie. Elle venait d'être renvoyée de son service avec, pour seul bien, les vêtements qu'elle portait, et les 15 shillings qu'elle avait économisés en 4 ans de travail acharné. C'était sa dure réalité. Elle utilisa cette maigre somme pour acheter le titre de propriété de Thornfield Place. C'était un grand manoir de pierre grise qui tombait en ruine sur la colline, au-dessus du village de Marwick. Une maison que les habitants disaient maudite. Ils racontaient qu'une ombre y persistait, le fantôme d'une tragédie que personne n'osait nommer à voix haute. Mais la vérité qui attendait à l'intérieur de ces murs froids et silencieux n'était pas une malédiction. C'était un secret, un héritage enveloppé de murmures et scellé par la peur. Il attendait que quelqu'un, n'ayant plus rien à perdre, le révèle enfin à la lumière du jour. Chalez-vous confortablement et retournons dans un coin oublié des Landes du Yorkshire. Nous allons découvrir une histoire de défiance silencieuse, de travail patient. C'est aussi la découverte profonde que ce que le monde rejette contient souvent ce dont il a le plus besoin. La route vers Marwick était un ruban de boue. Elle collait aux bottes usées d'Alice avec la persistance avide d'un souvenir. Elle avait marché depuis l'aube, laissant derrière elle la grande maison où elle avait servi comme aide de cuisine. C'était le théâtre de son renvoi injuste. Un vase en porcelaine, l'un des préférés de la maîtresse, avait glissé des mains maladroites du neveu du maître en visite. Mais c'est Alice, silencieuse et pâle dans sa robe grise reprisée, qui avait été blâmée. Elle n'avait pas protesté. Protester était un luxe pour ceux qui avaient une solution de repli. Et Alice Graves n'avait rien ni personne. Sa mère, une tisserande aux mains aussi douces que son esprit, avait été emportée par la fièvre 2 hivers plus tôt. Son père n'était qu'un nom dans un registre paroissial, parti avant qu'elle ne puisse se souvenir de son visage. Alors, elle avait simplement hoché la tête, rassemblé ses quelques affaires et ses shillings économisés, et s'en était allée. Les cris injustes de la maîtresse s'estompant derrière elle. Elle transportait sa vie dans un petit sac en toile. Un change de linge, une pomme à moitié mangée, un médaillon en argent terni contenant une mèche des cheveux bruns de sa mère, et les pièces de monnaie soigneusement emballées. Les 15 shillings semblaient à la fois aussi lourds qu'une pierre et aussi légers qu'une poignée de poussière. Alors qu'elle atteignait le sommet de la dernière colline, le village de Marwick apparut en contrebas. C'était un groupe serré de chaumières aux toits d'ardoise, blottis autour d'un stoïque clocher d'église normand. De la fumée s'échappaient des cheminées, fines et grises, contre un ciel couleur d'eau de vaisselle. Et là, au-dessus de tout, perché sur la colline comme un oiseau de proie menaçant, se trouvait Thornfield Place. Même de loin, l'endroit semblait abandonné. Sa pierre était sombre d'humidité. Plusieurs de ses fenêtres béaient comme des yeux vides. Et l'aile ouest montrait une ligne brisée, là où le toit avait commencé à s'effondrer. C'était un lieu de chagrin profond et visible. Pourtant, en le regardant, Alice ne ressentit pas de peur, mais une étrange et silencieuse parenté. Il ressemblait à ce qu'elle ressentait, abandonné, usé par le temps et porteur d'une histoire de perte. Elle descendit vers le village. Sa présence fut remarquée par le frémissement des rideaux de dentelle et le silence soudain qui tomba sur un groupe d'hommes devant l'auberge. Dans un endroit comme Marwick, un étranger était un événement, et une jeune femme marchant seule avec un sac en toile était un mystère à résoudre à coups de murmures. Elle ignora leur regard, le sien fixé sur le panneau d'affichage public devant la boutique du chandelier. Et c'était là, un morceau de papier d'écolier, enroulé et taché d'eau, épinglé sous un avis pour un mouton perdu, à vendre par ordre du magistrat. La propriété et les terres connues sous le nom de Thornfield Place. Titre de propriété absolu. Toute réclamation abandonnée. Prix à débattre. Quelqu'un avait griffonné en dessous au fusain. Prix, 1 shilling et le courage d'un idiot. Des rires suivirent ces mots, mais Alice ne rit pas. Elle lut le nom de l'avoué en bas, Monsieur Alistair Finch. Elle sentit la première lueur d'une idée désespérée et improbable commencer à réchauffer le vide froid dans sa poitrine. Le bureau de Monsieur Finch était une petite pièce poussiéreuse au-dessus de la boulangerie. Il sentait le vieux papier, la cire à cacheter et la légère odeur sucrée du pain de la veille. L'avoué lui-même semblait fait des mêmes matériaux. Sec,
pâle et vêtu de tweed. Il regarda Alice par-dessus ses lunettes, son expression un mélange de confusion et de légère irritation. « Puis-je vous aider, mademoiselle ?» demanda-t-il, sa voix fine et sèche. Alice posa son sac en toile par terre et se tint droite, bien que son cœur battait la chamade contre ses côtes. « Je suis venue pour Thornfield Place, » dit-elle, sa propre voix à peine un murmure. « Je souhaite l'acheter. » Pendant un instant, on entendit que le tic-tac de l'horloge sur le mur, puis un rire rauque et bruyant éclata du coin de la pièce. Le Squire Redfern, le plus grand propriétaire terrien du district, était assis dans le fauteuil du client. Sa corpulence débordait de tous les côtés. Il se frappa le genou, le visage rouge de gaieté. « Avez-vous entendu ça, Finch? La fille veut ce tas de pierres maudits. Elle a une fortune cachée dans ce sac, n'est-ce pas? » Le visage d'Alice brûlait, mais elle soutint son regard, son expression impassible. Elle avait déjà affronté le mépris. Le silence était son seul bouclier. Monsieur Finch s'éclaircit la gorge, visiblement très mal à l'aise. « Mademoiselle, la propriété est... Elle n'est pas dans un état habitable. Elle est vacante depuis 30 ans. Il y a des charges légales, bien que le magistrat ait apuré le titre. Elle est franchement considérée comme sans valeur. J'ai 15 shillings, dit Alice doucement, adressant ces mots uniquement à l'avoué. C'est tout ce que j'ai. Le Squire Redfern éclata de rire à nouveau. 15 shillings. Par Dieu, elle va s'acheter un tas de décombres et de rats. Donnez-lui l'acte, Finch. C'est le meilleur divertissement que Marwick ait vu depuis une décennie. Monsieur Finch soupira, polissant ses lunettes avec un coin de son mouchoir. Il ne vit peut-être pas une idiote, mais autre chose dans les yeux gris et stables de la jeune femme. Une résolution aussi solide et inflexible que la pierre des Landes. Les frais pour le timbre de l'acte et mes services pour la transaction s'élèvent à 1 livre sterling, dit-il presque en s'excusant. L'espoir d'Alice vacilla. 1 livre. 20 shillings. C'était une rançon de roi. Elle sentit la chaleur monter à nouveau à ses joues, la piqûre familière de l'humiliation. Puis elle se souvint du médaillon. C'était la dernière chose qui lui restait de sa mère. Avec des doigts tremblants, elle le détacha de son cou et le posa sur le bureau. « L'argent est de bonne qualité, » murmura-t-elle. « Il pourrait rapporter 5 shillings. Avec mes 15, cela fait 1 livre. » Monsieur Finch regarda le médaillon, puis le visage pâle et déterminé d'Alice. Il regarda le squire, dont le rire s'était finalement calmé en un sourire méprisant. Il repoussa doucement le médaillon sur le bureau. « Gardez le médaillon de votre mère, » dit-il doucement. 15 shillings suffiront pour la paperasse. Le magistrat est impatient de rayer la propriété des registres de la paroisse. Et c'est ainsi que ce fut fait. 1 heure plus tard, Alice Graves sortit du bureau de l'avoué, tenant un acte de propriété jaune et cassant. Elle était la propriétaire légale d'un manoir en ruine. Les murmures la suivirent dans la rue, se transformant en ricanement. Elle était l'idiote du village. Qu'est-ce qui pousse une personne à choisir le chemin dont tout le monde se moque? Est-ce le désespoir, l'absence de tout autre choix, ou est-ce une autre forme de vision? Une capacité à voir le potentiel là où les autres ne voient que la décadence. Pour Alice, debout au pied du chemin qui menait à sa nouvelle maison en ruine, que représentait vraiment ce morceau de papier? Dites-nous dans les commentaires ce qui, selon vous, la motivait. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur des lieux oubliés et les personnes remarquables qui leur redonnent vie. Maintenant, alors que les premières gouttes d'une pluie d'après-midi commençaient à tomber, Alice tourna son visage vers la colline et entama la longue marche vers son héritage. La nouvelle de la transaction se répandit dans Marwick plus vite qu'un feu de lande. Le temps qu'Alice achète une miche de pain et une unique bougie de suif, dépensant 2 de ses shillings restants. Chaque âme du village savait que l'étrange et silencieuse jeune fille possédait désormais Thornfield Place. Ils la regardaient depuis leur fenêtre, alors qu'elle commençait à monter le chemin sinueux, une silhouette solitaire contre le ciel qui s'assombrissait. Le rire qui avait résonné dans le bureau de l'avoué s'était maintenant transformé en une sorte de mépris apitoyé. « Une idiote et de son argent », marmonna le forgeron en crachant dans la poussière. « La maison l'achèvera avant le premier gel », murmura la femme du boulanger à un client, en secouant la tête. Alors qu'Alice passait l'entrée du cimetière de l'église, une silhouette voûtée dans un châle noir émergea du cimetière. C'était la veuve du vieux forgeron, une femme dont les yeux contenaient la sagesse accumulée de 90 ans. Les villageois l'évitaient, prétendant qu'elle avait le don de seconde vue.
Elle se tint directement sur le chemin d'Alice, son visage une carte routière de rides, son regard vif et clair. Alice s'arrêta, inclinant la tête respectueusement. La vieille femme tendit une main osseuse, étonnamment forte, et la posa sur le bras d'Alice. Son contact n'était pas froid, mais portait une étrange chaleur sèche. « Ils disent qu'il y a une malédiction sur cette maison, » dit Elisabeth, sa voix un murmure bas et rauque, qui semblait porter le poids des pierres qui les entouraient. Il parle du chagrin d'une femme, d'une vie écourtée. Alice attendit, son propre silence étant une forme de question. « Mais écoute les pierres, mon enfant, pas les ragots des imbéciles. » La prise d'Elisabeth se resserra un instant. « Certaines pierres ne renferment pas de malédiction. Elles renferment des promesses. Assure-toi d'écouter la bonne. » Et sur ce, elle relâcha le bras d'Alice, se retourna d'un pas traînant dans le calme du cimetière, laissant Alice seule dans le chemin. Les mots étaient cryptiques, insensés, mais ils s'installèrent dans l'esprit d'Alice, non pas comme un avertissement, mais comme une étrange sorte de bénédiction, une promesse. Elle venait à peine de se remettre en marche, lorsque le bruit des roues de calèche et des sabots de chevaux se fit plus fort derrière elle. La calèche noire et brillante du Squire Redfern, tirée par 2 magnifiques chevaux gris, passa en trombe. Il dirigea délibérément les chevaux à travers une grande flaque, projetant une vague d'eau boueuse sur la robe et le visage d'Alice. Il se pencha par la fenêtre, le visage déformé par un rictus de triomphe. « Un accueil digne de votre grand domaine, maîtresse Graves !» hurla-t-il, son rire résonnant dans le chemin. « Essayez de ne pas laisser les fantômes déranger le bétail du village. » La calèche disparut au tournant, laissant Alice trempée et éclaboussée debout. Elle n'essuya pas son visage, elle ne cria pas de colère. Elle resta simplement là, sentant l'eau froide s'infiltrer à travers sa robe fine, et regarda jusqu'à ce que le son se soit complètement estompé. L'insulte était une chose physique, une marque de son mépris, et à ce moment-là, son idée vague et désespérée se durcit en quelque chose de tout à fait différent. Elle devint un serment. Elle ne serait pas brisée, ni par la maison, ni par le village, et certainement pas par lui. Avec une résolution qui semblait aussi ancienne que les Landes elles-mêmes, elle tourna le dos au village et continua son ascension. Le chemin menant à Thornfield était moins une route qu'un souvenir de route. Il était envahi par les mauvaises herbes et empiété par des haies d'aubépines qui avaient formé une canopée épineuse et enchevêtrée. L'air devint plus frais, sentant la terre humide, la mousse et la pluie à venir. Après une marche de 20 minutes, elle arriva. Les grandes grilles en fer, rouillées et à moitié sorties de leurs gonds, étaient fermées par une épaisse chaîne ancienne. Alice se glissa à travers une brèche dans le mur de pierre en ruine et se tint devant la maison. De près, sa désolation était encore plus profonde. La pierre était visqueuse avec un film vert d'algues, et le lierre avait grimpé sur les murs comme une main avide, s'attaquant au mortier et rampant sur les fenêtres du bas, qui étaient barricadées. Le silence était absolu, rompu seulement par le soupir du vent à travers les ardoises brisées du toit. Ce n'était pas un silence accueillant, c'était le silence lourd et vigilant d'un lieu qui avait été laissé seul avec ses propres secrets pendant bien trop longtemps. La porte d'entrée, une dalle massive de chêne, était grise et éclatée. Un lourd anneau de fer servait de poignée. Alice s'y appuya de toute son épaule et poussa. Elle ne bougea pas. Elle poussa à nouveau, ses bottes glissant sur les dalles moussues, et avec un grincement de bois protestataire, elle s'ouvrit juste assez pour qu'elle puisse se faufiler. L'air qui l'accueillit de l'intérieur était froid et profondément immobile, épais de la poussière de décennies. Il portait l'odeur de la décomposition, du plâtre humide, du bois pourri et la faible odeur de moisis de livres oubliés. La lumière peinait à percer les fenêtres encrassées du grand hall, illuminant un paysage fantomatique de meubles recouverts de draps blancs, ressemblant à une assemblée de fantômes. Un grand escalier, sa rampe épaisse de toile d'araignée, montait dans la pénombre des étages supérieurs. Une fine couche de poussière recouvrait tout, adoucissant les contours de la pièce et étouffant tous les sons. Alice posa son sac, le bruit sourd étant étonnamment fort dans l'immense silence. Elle sentit une vague de désespoir si puissante qu'elle faillit la faire plier. Les villageois avaient raison. Ce n'était pas une maison, c'était une tombe. Quelle folie l'avait possédée. Elle avait échangé chaque sou qu'elle possédait pour cette magnifique ruine.
Mais alors, depuis les ombres près de l'énorme foyer froid, deux points de lumière vert émeraude s'ouvrirent. Un chat. Il était terriblement maigre, son pelage noir terne de poussière, mais il la regardait avec une immobilité intelligente et troublante. Il ne siffla ni ne s'enfuit. Il observait simplement. Alice, sentant le regard de la première créature vivante qu'elle rencontrait ici, déballa lentement sa miche de pain, en cassa un petit morceau et le posa sur le sol. Le chat regarda l'offrande un long moment, puis s'avança d'une grâce silencieuse et liquide, et commença à manger. C'était une petite chose, un simple acte, mais cela ressemblait à un traité, une acceptation. Ce soir-là, alors que la pluie commençait à crépiter contre les hautes fenêtres, Alice trouva un coin relativement sec dans les anciennes cuisines. Elle balaya un espace avec un morceau de manche à balai cassé et y déposa sa seule et mince couverture. Elle alluma sa bougie, sa petite flamme une balise fragile dans l'obscurité écrasante. Le chat noir, ayant fini le pain, se blottit au pied de sa couverture. Sa présence silencieuse était un petit poids chaud contre le vide immense de la maison. Alice s'allongea, remontant la couverture jusqu'à son menton, et écouta les bruits de sa nouvelle maison. Le goutte-à-goutte de l'eau quelque part dans les murs, le cri plaintif du vent et le ronronnement lent et régulier du chat. Elle avait froid, elle avait faim, et elle était complètement seule. Mais pour la première fois depuis la mort de sa mère, elle était chez elle. La maison était peut-être en ruine, mais la question qui flottait dans le silence oppressant était de savoir si elle était irréparable. Aux premières lueurs d'une aube grise du Yorkshire, l'ampleur de la tâche qui l'attendait devint brutalement claire. Chaque pièce était un champ de bataille de la décomposition. Le plâtre s'était effrité des murs en grandes plaques, révélant les lattes et les poutres en dessous. L'air était épais d'une odeur de moisissure. Dans le salon autrefois grandiose, une volée de pigeons avait élu domicile, leurs fientes recouvrant les meubles drapés et la cheminée en marbre. Alice sentit une vague familière de désespoir la submerger. Par où pouvait-elle bien commencer? C'était une tâche pour une douzaine d'hommes avec des charrettes et des outils, pas pour une seule jeune fille avec rien d'autre que ses deux mains. Pourtant, alors qu'elle se tenait là, le chat noir, qu'elle avait décidé de nommer Sui, se frotta contre sa jambe, une présence silencieuse et encourageante. Elle se souvint des mots d'Élisabeth. « Écoute les pierres ». Elle commencerait par une seule pièce, juste une. Elle choisit la bibliothèque. Elle était plus petite que le grand hall, et bien que ses étagères fussent pour la plupart vides et ses fenêtres barricadées, elle semblait moins intimidante. L'une des hautes fenêtres avait une vitre cassée, laissant entrer un filet de lumière du jour et un courant d'air glacial persistant. Elle passa toute la journée à la nettoyer, arrachant des rideaux pourris qui se désintégraient dans ses mains, balayant des couches de poussière et de débris. Elle frotta le sol en dalle avec un seau d'eau de pluie et une brosse dure qu'elle trouva dans l'arrière-cuisine. C'était un travail éreintant, à se briser le dos. En fin d'après-midi, ses mains étaient à vif et ses muscles endoloris, mais la pièce était transformée. La lumière, bien que faible, atteignait maintenant les coins. L'odeur de la pierre propre et humide commençait à remplacer l'odeur de la décomposition. Elle avait laissé une petite marque tangible sur l'immense négligence de la maison. Ce soir-là, épuisée mais avec une lueur de fierté, elle s'assit sur le sol de la pièce plus propre, partageant son pain avec Sui. C'est alors qu'elle le remarqua vraiment pour la première fois, le courant d'air. Il ne venait pas de la vitre cassée en hauteur. Celui-là sifflait. C'était un courant d'air différent, plus froid et plus constant, et il semblait provenir du mur principal, celui qui abritait la grande cheminée en pierre. Elle se leva et s'approcha, passant ses mains le long des pierres froides et lisses du mur. Il était solide. Il n'y avait pas de fissure, pas de vide visible dans le mortier. Et pourtant, si elle tenait le dos de sa main à un pouce de la surface, elle pouvait sentir un flux d'air froid, net et régulier. Cela n'avait aucun sens. Elle colla son oreille à la pierre, mais n'entendit que le profond silence interne de la maison. C'était une anomalie, un petit détail qui refusait de s'intégrer. Elle sentit un picotement d'inquiétude, le genre qui vient d'un mystère que l'on ne peut nommer. Ses yeux balayèrent la cheminée elle-même. C'était une structure magnifique, sculptée dans un seul bloc de pierre gris foncé, mais elle était obstruée par la suie et les cendres anciennes. Alors que son regard parcourait le manteau de cheminée orné, elle vit autre chose d'étrange. Au milieu de l'épaisse couche de crasse,
Un petit détail sculpté était presque parfaitement propre, comme si quelqu'un l'avait essuyé récemment, bien que ce fût impossible. C'était un minuscule oiseau finement sculpté, pas plus grand que son pouce. Un troglodyte, la tête penchée, son œil un grain de pierre poli. Il était si finement détaillé, si plein de vie, qu'il semblait totalement déplacé sur le foyer sinistre et oublié. Pourquoi cet endroit était-il propre? Et pourquoi le courant d'air persistait-il depuis un mur solide? Elle n'avait pas de réponse. Elle était trop fatiguée pour les chercher. Mais alors qu'elle retournait à sa couverture, l'image du petit troglodyte de pierre et l'énigme du courant d'air froid et invisible restèrent avec elle. C'étaient les premières questions que la maison lui avait posées. Cette nuit-là, elle ne rêva pas de ses chagrins passés, mais d'une porte cachée et du bruit d'une clé tournant dans une serrure. Sui, blotti à côté d'elle, levait parfois la tête et fixait intensément le mur de la bibliothèque, comme s'il pouvait voir la source même du courant d'air qui intriguait tant sa nouvelle maîtresse. Les jours se transformèrent en une semaine, et une semaine en un mois. La vie d'Alice s'installa dans un rythme dicté par la lumière du soleil et le travail. Elle travaillait dès que le soleil était assez haut pour éclairer les pièces poussiéreuses, jusqu'à ce qu'il se couche derrière la lande, laissant la maison dans une obscurité profonde et intimidante. Son monde se rétrécit aux murs de pierre de Thornfield Place. Elle découvrit un petit potager clos à l'arrière de la maison, envahi par les mauvaises herbes, mais montrant encore les faibles contours d'anciens parterres. Avec une bêche rouillée qu'elle avait trouvée, elle commença à retourner la terre, découvrant une parcelle de sol encore riche et sombre. Elle trouva de l'ail des ours près du vieux puits, et des orties robustes qui, une fois bouillies, faisaient une soupe passable. Son régime était maigre, du pain quand elle pouvait se le permettre, et ce qu'elle pouvait glaner, mais elle ne mourait pas de faim. Le travail physique, aussi pénible soit-il, commença à la changer. Ses mains, autrefois les mains douces d'une domestique d'intérieur, devinrent calleuses et fortes. La pâleur du chagrin fut remplacée par une couleur saine due à ses heures passées au jardin. Elle sentit son corps devenir plus dur, plus résistant, et avec lui, son esprit. La maison, elle aussi, cédait lentement à ses efforts. Elle avait nettoyé le hall principal, les cuisines et la bibliothèque. Elle avait colmaté les fuites les plus urgentes du toit avec des ardoises qu'elle avait récupérées d'une dépendance effondrée. Elle ne la restaurait pas dans sa gloire d'antan, mais elle la rendait habitable. Elle arrêtait sa lente et inexorable glissade vers la ruine. Le mystère du courant d'air dans la bibliothèque demeurait. Chaque fois qu'elle travaillait dans cette pièce, elle le sentait, un souffle froid et constant venant du mur solide. Sui, son compagnon silencieux, semblait fasciné par cela. Il s'asseyait souvent pendant des heures sur le foyer, fixant le mur à côté de la cheminée, comme s'il attendait que quelque chose en sorte. Un après-midi, alors qu'elle frottait vigoureusement les pierres noircies de suie, à l'intérieur même de la cheminée, sa brosse racla une section du mur du fond, avec un bruit sourd et creux. Ce n'était pas le son solide de la pierre. Elle s'arrêta, le cœur battant plus vite. Elle frappa l'endroit avec ses phalanges. Toc, toc, toc. C'était indubitable. Le son d'une cavité derrière. Elle se souvint du courant d'air, de la sensation d'air froid qui n'avait pas de source. L'excitation se mêlait à une peur primale de ce qu'elle pourrait trouver. Était-ce la source de la malédiction, une tombe cachée, un passage secret? Son esprit, en manque de compagnie, s'emballa avec de sombres possibilités. Elle travailla avec une nouvelle urgence, grattant des décennies de suie et de crasse accumulées. Alors que la couche noire s'enlevait, elle le vit. De la brique. Le fond de la cheminée n'était pas en pierre, mais muré. Le mortier était d'une couleur différente, un gris plus clair que l'ancien mortier qui tenait le reste de la maison. C'était plus récent. Quelqu'un, à un moment donné, avait délibérément et soigneusement scellé la cheminée. Ce n'était pas un accident de construction. C'était un acte de dissimulation. Elle poussa contre les briques, mais elles étaient solides. Elle aurait besoin d'un outil, quelque chose pour faire levier. Elle se souvint avoir vu un lourd pied de biche en fer dans les anciennes écuries, à moitié enfoui sous un tas de foin pourri. Avec Sui trottinant sur ses talons, elle le récupéra. Le pied de biche semblait lourd et puissant dans ses mains, un outil pour découvrir des secrets. De retour à la bibliothèque, elle coinça la pointe du pied de biche dans une fissure du mortier et s'appuya dessus de tout son poids. Pendant un long moment, rien ne se passa. Puis, avec un grincement strident de métal sur la pierre,
Une seule brique se détacha. Une bouffée d'air sec et vicié, sentant le cuir, le papier et le temps lui-même, s'échappa de l'ouverture. C'était l'odeur du courant d'air. Elle travailla fiévreusement maintenant, arrachant une brique puis une autre, le tas grandissant sur la pierre du foyer. L'ouverture s'agrandit, révélant non pas un conduit de cheminée, mais l'obscurité, un espace sombre et immobile. Après avoir enlevé assez de briques pour créer une ouverture par laquelle elle pouvait passer, elle s'arrêta, le souffle court, les mains tremblantes. Elle alla chercher son unique bougie, l'alluma, et la tenant devant elle, elle s'accroupit et regarda dans l'obscurité derrière le mur. La lumière vacillante ne révéla ni un passage ni une tombe, elle révéla une pièce. L'espace était petit, pas plus grand qu'un garde-manger, et c'était un bureau. Un lourd bureau en chêne se tenait contre le mur du fond, une chaise à dossier droit, soigneusement rangée en dessous. Le long d'un mur se trouvaient des étagères, et sur celles-ci, miraculeusement préservées dans l'air sec et immobile, il y avait des livres. Une épaisse couche de poussière recouvrait tout, une douce couverture grise qui était restée intacte pendant des décennies. C'était comme si l'occupant s'était simplement levé, était sorti, et que la pièce avait été scellée du monde. Une capsule parfaite d'un temps oublié. Alice, le cœur battant à un rythme assourdissant dans ses oreilles, passa prudemment par l'ouverture qu'elle avait faite. L'air était frais et sec, et le silence était absolu. Sue la suivit, ses yeux verts grands ouverts, et commença à explorer délicatement les coins de la pièce cachée. La main d'Alice tremblait alors qu'elle levait la bougie. Sur le bureau, placé bien au centre, se trouvait un grand registre relié en cuir. À côté, reposait un stylo-plume, sec et inutilisable, et un petit encrier en porcelaine. La pièce semblait sacrée, un lieu de travail calme et intense. Elle ne semblait pas maudite, elle semblait patiente, comme si elle avait attendu. Avec une révérence qu'elle ne pouvait expliquer, elle tendit un doigt et traça une ligne dans la poussière sur la couverture du registre. Elle souffla doucement, en voyant un nuage de particules grises danser à la lueur de la bougie. Elle l'ouvrit. Les pages étaient remplies d'une écriture soignée et élégante. L'encre était passée du noir à un brun doux. Ce n'était pas un registre financier de comptes et de dettes. Les pages étaient remplies de dessins de plantes, de schémas détaillés de systèmes racinaires et de gousses de graines, et de paragraphes denses de notes. Elle lut une ligne au hasard. Essai 7, rangée B. La génération F2 montre une résistance au gel remarquable. La structure du gluten reste solide. Le rendement est de 20% supérieur à la souche commune du Yorkshire. Ce n'était pas un journal intime. C'était un compte-rendu de travail scientifique. À l'intérieur de la couverture, de la même écriture élégante, se trouvait un nom et une date. Eleanor Vance, son travail, 1841. Sous le registre, se trouvait une petite pile de lettres attachées par un ruban bleu délavé. Alice le défit soigneusement. Les lettres provenaient de marchands de graines, de la Société royale d'agriculture et d'autres botanistes. Elle parlait des recherches révolutionnaires d'Eleanor pour développer une nouvelle souche de blé. Une souche résistante aux maladies qui dévastaient si souvent les récoltes du Nord et qui pouvait prospérer dans le sol pauvre et acide des Landes. La dernière lettre était différente. C'était un brouillon plein de mots barrés, adressé au père du Squire Redfern, le Squire précédent. Dans cette lettre, Eleanor Vance refusait poliment mais fermement son offre d'acheter ses recherches et tous les droits sur sa souche de blé. Ce travail n'est pas pour l'enrichissement d'un seul homme, avait-elle écrit, mais pour la subsistance de tous. Il sera partagé librement lorsqu'il sera perfectionné. Soudain, les pièces commencèrent à s'emboîter. Les murmures d'une tragédie, l'histoire d'une malédiction. Eleanor Vance était morte subitement. Les ragots du village avaient laissé entendre une fièvre rapide et terrible. Et après sa mort, la famille Redfern avait commencé à faire circuler discrètement l'histoire que Thornfield était un lieu de chagrin, qu'il était hanté, maudit. C'était une histoire conçue pour éloigner les gens, pour dévaluer la propriété, pour s'assurer qu'aucun parent éloigné ne viendrait jamais la réclamer. Pour qu'un jour, ils puissent acquérir la terre et démolir la maison à la recherche de cette pièce même, de ce registre même. La malédiction était un mensonge. C'était une cage de murmures construite autour d'un trésor. Pas d'or, mais de quelque chose de bien plus précieux. L'espoir.
Le petit troglodyte sculpté sur le manteau de la cheminée. Ce devait être la marque d'Éléanore, un symbole de son travail discret et industrieux. Alice s'affaissa dans la chaise poussiéreuse, les lettres sur ses genoux, la lueur de la bougie vacillant sur son visage. Elle n'était pas assise dans une maison maudite. Elle était assise dans l'héritage caché d'une femme brillante et oubliée. Et elle, une aide de cuisine renvoyée, en était maintenant la seule gardienne. Cet automne-là, le ciel se déchaîna. Pendant 3 jours, une tempête d'une fureur légendaire du Yorkshire fit rage sur les Landes. Le vent hurlait autour des pignons de Thornfield comme un loup affamé, et la pluie tombait à verse, tambourinant contre le toit d'ardoise avec un martèlement incessant et assourdissant. Alice travailla frénétiquement pour protéger sa découverte. Elle déplaça le registre et les précieuses lettres dans le coin le plus sec de la cuisine, les enveloppant dans une vieille toile cirée qu'elle trouva dans les écuries. Elle passa ses journées à colmater les fenêtres avec des planches de récupération et à placer des seaux pour recueillir les pires fuites qui étaient apparues partout dans la maison. La tempête était une épreuve, une agression physique du monde extérieur, menaçant de balayer la fragile histoire qu'elle avait découverte. La deuxième nuit de la tempête, alors que le vent atteignait un crescendo terrifiant, un craquement assourdissant résonna dans la maison, suivi du long gémissement de bois anciens qui cédait. Alice attrapa sa bougie et courut vers le grand hall. Une section massive du toit s'était effondrée, et un torrent de pluie et de vent se déversait maintenant au cœur de la maison, créant une piscine tourbillonnante sur le sol en dalles. La destruction était horrifiante. En un instant violent, la tempête avait anéanti des semaines de son travail patient. Le désespoir, froid et vif, la transperça. La maison était trop grande, trop abîmée. La tâche était impossible. Elle était une idiote, tout comme le squire l'avait dit. Elle était blottie dans l'abri relatif de la bibliothèque, regardant l'eau s'infiltrer sur le sol. C'est alors qu'elle l'entendit. Un son qui n'appartenait pas à la tempête. Des coups frénétiques et désespérés sur la porte principale. Sa première pensée fut que c'était le squire, venu se moquer d'elle dans sa ruine. Mais le son était celui de la panique, pas de la malveillance. Tenant sa bougie haut, sa flamme vacillant dans les courants d'air, elle traversa le hall inondé et lutta contre la lourde porte en chêne, l'ouvrant. Une femme se tenait sur le seuil, trempée et grelottante, serrant un petit enfant emmailloté contre sa poitrine. « S'il vous plaît !» cria la femme par-dessus le hurlement du vent. « Notre charrette !» Elle s'est renversée dans le chemin. L'essieu est cassé. Nous avons vu votre lumière. Alice n'hésita pas. Elle fit entrer la femme et l'enfant, refermant la porte contre la fureur de la tempête. La femme, qui s'appelait Mary, et son fils, un garçon d'environ 5 ans nommé Tom, étaient des voyageurs en route pour la ville voisine. Alice les conduisit à la cuisine, la seule pièce encore à peu près chaude et sèche. Elle ranima les braises de son petit feu, y ajoutant le dernier de son précieux bois. Elle leur donna sa propre couverture et le reste de son pain. Alors que Mary enveloppait le garçon frissonnant dans la couverture sèche et qu'il buvait la tasse d'eau chaude qu'Alice avait préparée, la femme regarda autour d'elle le plâtre qui s'effritait et les seaux qui recueillaient les gouttes du plafond. « Ils nous ont dit au village que cet endroit était maudit, » dit Mary, sa voix remplie d'une admiration lasse. « Ils ont dit que personne ne vivait ici. »« Quelqu'un y vit maintenant, » répondit simplement Alice, en attisant le feu. Pour le reste de la nuit, ils restèrent tous les 3 blottis près du foyer, pendant que la tempête faisait rage à l'extérieur. Alice partagea le peu qu'elle avait sans une seconde pensée. Elle n'était plus seulement l'héritière d'un secret, elle était la gardienne d'un sanctuaire. En abritant cette étrangère et son enfant de la tempête, elle affirmait sa propre place dans la maison. Ce n'était pas seulement un tas de pierres qu'elle avait acheté. C'était un foyer, et un foyer offre un abri. Alors que le vent hurlait et que la pluie battait, elle sentit un profond changement en elle. Le désespoir avait disparu, remplacé par une résolution féroce et protectrice. Elle ne laisserait pas la tempête gagner. Elle ne laisserait pas les murmures gagner. Elle devait protéger l'héritage d'Eleanor Vance, non seulement pour le passé, mais pour l'avenir que des gens comme Mary et Tom méritaient. Elle était maintenant l'intendante de Thornfield, et son travail ne faisait que commencer. La crise était venue, et elle l'avait affrontée non pas avec peur, mais avec une porte ouverte. La tempête cessa à l'aube, laissant un monde lavé et scintillant sous un soleil pâle et aqueux. Le chemin était une rivière de boue, mais l'air était frais. Mary, le visage empreint de gratitude,
prit les mains d'Alice dans les siennes. « Nous n'avons rien pour vous remercier, dit-elle, la voix chargée d'émotion. « Vous nous avez sauvés. »« Il n'y a pas de dette, » dit Alice. « Vous aviez besoin d'un abri. » Mary insista pour se rendre au village afin de trouver le charron pour réparer leur essieu, promettant de revenir. Quand elle arriva à Marwick, l'histoire qu'elle raconta n'était pas celle d'une maison maudite, mais d'un foyer chaleureux et d'une jeune femme calme et gentille qui avait partagé son dernier morceau de pain. Elle parla du toit effondré et des efforts inlassables de la jeune fille pour maintenir la vieille demeure debout. Pour la première fois, les murmures des villageois furent teintés, non pas de mépris, mais d'un respect réticent. La graine d'une nouvelle histoire pour Thornfield avait été plantée. Pendant ce temps, Alice savait qu'elle ne pouvait pas protéger seule le travail d'Eleanor. La connaissance contenue dans ce registre était trop importante pour rester cachée. Elle enveloppa soigneusement le livre et les lettres clés, enfila ses bottes les plus robustes et commença la longue et boueuse marche vers le bourg d'Oakhaven, à 10 miles de là. Elle espérait y trouver un avoué qui ne soit pas dans la poche du Squire Redfern. Elle trouva le bureau de M. Davies, un homme réputé pour sa diligence et son honnêteté. C'était un gentilhomme âgé aux yeux bleus intelligents. Il écouta son histoire avec une gravité patiente, son expression indéchiffrable. Il prit le registre et les lettres, promettant de les examiner attentivement. Pendant 3 jours, Alice attendit à Oakhaven, trouvant du travail à faire la vaisselle dans une auberge, en échange du gîte et du couvert. Le 4e jour, un message arriva. Monsieur Davies souhaitait la voir. Quand elle entra dans son bureau, son attitude avait complètement changé. Il la regarda avec une expression de profond étonnement. « Mademoiselle Graves, dit-il, la voix remplie de révérence, avez-vous la moindre idée de ce que vous avez trouvé ?» Il expliqua tout. Le testament d'Eleanor Vance, qui était glissé à l'intérieur du registre, était parfaitement légal. Elle y léguait Thornfield Place et toutes ses recherches à « quiconque aura la patience de trouver ce que j'ai caché et le caractère pour le gérer pour le bien de tous. » La souche de blé qu'elle avait développée, si les notes étaient exactes, serait révolutionnaire. Elle pourrait mettre fin au cycle de famine qui frappait les comtés du Nord. C'était, expliqua-t-il, une découverte d'importance nationale. Les nouvelles voyagent vite à la campagne. En une semaine, une calèche arriva à Marwick. Ce n'était pas celle du Squire. C'était M. Davies, accompagné d'un homme distingué de la Société royale d'agriculture, qui avait fait tout le chemin depuis Londres. Ils organisèrent une réunion à l'auberge du village. Tout le village se présenta, attiré par la rumeur et la curiosité. Le Squire Redfern était là, son visage un masque d'incrédulité suffisante. Alice se tenait tranquillement au fond de la salle. M. Davies exposa tout. L'histoire d'Eleanor Vance, son travail brillant, la campagne délibérée de mensonges sur une malédiction et le testament qui faisait d'Alice Graves l'héritière légitime de tout cela. Le monsieur de Londres confirma le potentiel de la recherche, la qualifiant de « cadeau à la nation ». Silence tomba sur la salle alors que le poids de la vérité s'installait. Les villageois regardèrent du Squire à Alice, leurs expressions passant de la moquerie à l'émerveillement, et enfin à la honte. Le Squire Redfern se leva, le visage violet de rage. « C'est une fraude, une invention d'une petite gamine intrigante », vociféra-t-il, mais sa voix manquait de conviction. M. Davies produisit calmement les lettres, y compris celles adressées au propre père de Redfern, et lut à voix haute le refus ferme d'Eleanor. Le Squire se rassit sur sa chaise, vaincu. Il ne fut pas publiquement humilié, mais il fut rabaissé par le poids calme et irréfutable de la vérité. Alors que la réunion se dispersait, les villageois s'écartèrent pour laisser passer Alice, leurs yeux maintenant pleins d'un respect profond. Elle n'était pas venue à Marwick comme une idiote, après tout. Elle était arrivée en tant qu'héritière. Elle ne le savait tout simplement pas encore. Le printemps suivant, Thornfield Place fut rempli d'une nouvelle sorte de vie. Le son des marteaux résonnait depuis le toit, alors qu'une équipe d'artisans qualifiés, financée par une avance de la Société d'agriculture, travaillait à restaurer la maison. Non pas dans sa grandeur d'antan, mais dans un état de grâce robuste et digne. Les jardins, autrefois envahis par les épines et les mauvaises herbes, étaient méticuleusement défrichés par des hommes du village. Leur travail était guidé par les schémas de plantation détaillés du registre d'Eleanor Vance. La première récolte expérimentale de la promesse de Vance,
comme la souche de blé fut baptisée, fut semée dans le champ ouest. Ses pousses vertes perçaient déjà le sol sombre du Yorkshire. Le village de Marwick avait été transformé. L'histoire de la malédiction fut remplacée par la légende de l'héritage caché, et l'idiote du village était désormais considérée comme leur héroïne calme et sans prétention. Les villageois qui s'étaient autrefois moqués d'elle lui tiraient maintenant respectueusement leur chapeau. La femme du boulanger laissait une miche fraîche sur son seuil chaque matin. La vieille veuve venait parfois s'asseoir avec Alice dans le jardin en fleurs, partageant un silence confortable qui n'avait pas besoin de mots. Alice elle-même avait le plus changé. Elle se déplaçait dans la maison avec une confiance tranquille, supervisant les restaurations, consultant les botanistes qui venaient maintenant de tout le pays pour étudier le travail d'Éléanore. Elle n'était plus la jeune fille renvoyée et oubliée, mais l'intendante d'une grande et importante fiducie. Un soir, alors que le soleil commençait à se coucher, jetant une longue lumière dorée sur les landes, elle se tenait sur la terrasse en pierre fraîchement réparée, regardant les champs. Maintenant un compagnon élégant et bien nourri, était assis à ses pieds. Le charron local, un homme dont les enfants avaient maintenant un travail stable grâce au projet de Thornfield, s'approcha d'elle, son chapeau à la main. « C'est un miracle ce que vous avez fait, mademoiselle Graves, » dit-il, la voix pleine d'une admiration sincère. « Avoir trouvé un tel trésor au milieu de toutes ces ruines. » Alice sourit, une expression rare et douce qui illumina son visage. Elle regarda la maison, sa pierre brillant chaleureusement dans la lumière du soir. Elle regarda les champs où la promesse d'une nouvelle récolte prenait racine. Et elle regarda le village en contrebas, maintenant une communauté liée par un sentiment de but commun. Elle comprit enfin ce qu'Elizabeth avait voulu dire. La pierre avait renfermé une promesse. « Je pense, dit-elle, sa voix douce mais claire, portant le poids de tout ce qu'elle avait appris, qu'il ne s'agissait jamais de trouver un trésor. Il s'agissait de s'occuper d'un jardin. » La vraie découverte n'était pas le registre, mais la prise de conscience que la valeur ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on cultive. Merci de nous avoir rejoints pour ce voyage à Thornfield Place, une histoire qui nous rappelle le courage tranquille de l'intendance. Si la patience et la détermination d'Alice vous ont touché, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à notre chaîne pour plus de récits d'histoires cachées et d'héritages inattendus. Dites-nous dans les commentaires quel lieu oublié de votre propre vie attend peut-être que quelqu'un s'occupe de son jardin. Nous avons hâte de partager une autre histoire avec vous.